Il est l'élément central de la cellule familiale. Si le décès du chef de famille ébranle généralement la solidité du foyer, la répartition des biens vient tester la robustesse de l'édifice. Pour l'opinion générale, la situation est plus délicate lorsqu'on parle d'un foyer polygamique. Qu'en est-il exactement? On en parle dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'émission C'est tout droit. Le programme se propose d'apporter des réponses aux questions de société à travers le regard des hommes de loi. Ce jour, nous parlons de la répartition des biens dans un foyer polygamique. Quelle est l'importance du régime matrimonial dans la répartition des biens dans un foyer polygamique? Comment se fait la répartition de façon concrète? Pour nous éclairer, je reçois sur ce plateau Maître Yves Badi, il est avocat au barreau du Cameroun. Maître, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Oriane, bonjour et bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Mesdames et messieurs, pour planter le décor, je vous propose de regarder cet élément et nous revenons juste après. Déjà quand un homme s'engage à avoir plusieurs femmes, il doit aussi, s'il a ses biens, il doit aussi se préparer en conséquence. Parce qu'on ne doit pas peut-être léser une autre femme parce que peut-être il n'a pas d'autres. Parce que c'est ça qui est souvent sur la table. Parce qu'il y a d'autres femmes qui disent non, j'ai plus d'enfants que celle-là. Pourquoi on doit répartir les biens légalement? Non. Si c'est pour les enfants, j'espère qu'il y a certains paramètres. Il y a des paramètres religieux. Par exemple, les musulmans, ils ont leurs paramètres, comment ils distribuent leurs biens. Et ça se passe comment? Bon, si peut-être je veux rentrer sur ce... les enfants doivent prendre les parts égales. C'est-à-dire que les hommes prendront peut-être 3 parts et les femmes une part. C'est très compliqué pour la répartition des biens dans un foyer polygamique. Bon, en tout cas, vous voyez que ça dépend aussi des ethnies. Bon, quand tu verrais du côté de l'Ouest, les Bamlékés, c'est souvent fait vite. On ne regarde même pas s'il y a ces mariages polygamiques, on cherche un chef de famille. Le plus souvent, c'est celui-là qui n'a pas beaucoup de moyens, qui est le dernier né. On dit que voilà le chef de famille, qui devient l'administrateur de biens, souvent même bien sûr qu'il est souvent sécurisé avec ses frères, qui ont des moyens, qui sont ses aînés. Bon, mais là-bas, avec la tradition, on s'impose. Parce qu'on sait que si on s'amuse un peu, ce qu'on va ramasser, ce sera très fort. Là-bas, on s'allie. Bon, les élites, par exemple, comme le littoral, les Sawa, les Bassa ou autres là-bas, c'est très compliqué. Le chef de famille, c'est l'aîné, c'est que d'office, il est le chef de famille. D'office, parce que les parents là-bas, pour répartir les biens au départ, c'est l'aîné qui devient le chef de famille. L'aîné commence à faire ce qu'il veut, il peut dire faire n'importe comment, il rend compte à personne. Même la famille n'intervient pas pour dire qu'il arrête. Donc le chef de famille il décide. L'aîné qui est l'aîné de la famille, le plus souvent c'est l'homme le plus influent, le plus souvent dans la famille, chez les Sawa. Bon, il gère la famille. Il commence à gérer comme il le veut. Donc répartition, tu peux faire ça de ton vivant. Bon, on ne suit pas. Mais ceux qui sont souvent plus derrière, c'est les gens qui suivent qui ont peur de la tradition. Si ce n'était pas la tradition, comme je venais de le dire sur les gens de l'Ouest, parce qu'ils ont peur de la tradition. Ils se disent que si je m'amuse, ça va m'attraper. Mais là où il n'y a pas quelque chose qui fait peur, quelque chose qui puisse faire peur, non, c'est l'amalgame, c'est le désordre. Tu as peur de quoi? Je décide. Bon, j'en connais. Hein. Moi-même qui suis là, je suis tenté de suivre de certaines choses que je ne peux pas vous raconter. Je subis moi-même. Parce que je sais comment ça se passe après. On peut même dire que c'est toi l'héritier, c'est toi le responsable d'État, mais à un moment donné, on dit que je suis l'aîné, hein, moi je peux décider, tu n'as rien à faire. Et tu t'alignes parce que tu n'as pas de possibilités de moyens, tu peux parler. Je pense bien que s'il veut qu'il y ait la paix dans sa famille après son décès, il doit d'abord organiser tout de son vivant, mettre tout à jour avant de mourir. Dire que bon, telle chose va rester comme ça, telle chose va rester comme ça là. Et après, quand il meurt, on respecte ce qui a été dit. Donc il fait un testament. Voilà. Il fait un testament avant de mourir. Et si la famille se porte bien, s'ils sont de bonne foi, ils respectent ça, il n'y aura pas de problème. Voilà, maître. J'imagine que
vous avez quelque chose à dire. Il y a confusion, est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'il faut recadrer les uns ou les autres? Alors, la première remarque que je vais faire, c'est que je n'ai pas entendu dans cet élément une dame. Peut-être on aurait eu une autre façon de penser si on avait eu l'avis des dames. Mais je dirais également que la plupart des intervenants que nous avons écoutés se sont plus focalisés sur la gestion des biens. Ouais. Ils sont plus focalisés sur la gestion des biens quand on observe que pour la quasi-totalité ou le commun des mortels, parler de la polygamie renvoie beaucoup plus à la gestion des biens plus tard. Mais il faut également dire que on ne saurait penser après la mort et oublier le présent. C'est un élément également important. Alors, dites-nous, les époux sont obligés de vivre sous le même toit, c'est ce que la loi dit, mais est-ce qu'un époux serait en tort s'il décide, lui, de ne pas vivre dans la même maison que ses épouses? On précise que nous sommes dans un foyer polygamique. Alors, vous avez planté le décor en disant que la loi prévoit que l'époux et l'épouse doivent cohabiter. Ils ont le devoir de cohabitation. Il y a une sorte ou une forme de tolérance s'agissant de l'époux polygame. Pourquoi tolérance? Parce qu'on considère qu'il peut aujourd'hui cohabiter avec tel, demain avec tel autre. Et donc, l'une des épouses qui se plaindrait de ce que il n'a pas cohabité avec moi aujourd'hui parce qu'il était avec l'autre, vous comprenez que ce serait un peu fragile parce qu'il n'a pas cohabité avec vous, ou bien il n'a pas dormi avec vous, mais il était avec une autre épouse. Maintenant, est-ce que l'époux peut se soustraire de façon totale à l'obligation, au devoir de cohabitation avec toutes ses épouses? Non. S'il le fait, il serait en train d'enfreindre la loi. Parce que le devoir de cohabitation qui s'impose à l'époux monogame s'impose également à l'époux polygame. La tolérance qui est observée par la loi ou bien la jurisprudence tire sa source ou son fondement dans le fait qu'il a plusieurs épouses et qu'il ne peut donc remplir le devoir de cohabitation de la même façon auprès de chaque épouse. D'accord. Donc, je veux bien comprendre. L'époux qui décide, par exemple, de construire sa maison à lui, oui, et d'avoir les maisons de ses épouses à côté, est en train d'enfreindre la loi, ou alors est-ce qu'il est tenu d'être au moins chez une chaque jour? Ceci, pour pouvoir répondre au rien, il faut déjà concevoir la cohabitation en elle-même. Okay. Est-ce que la cohabitation renvoie à l'édifice ou est-ce que la cohabitation renvoie aux personnes? Pour ma part, je dirais que la cohabitation renvoie aux personnes. Okay. C'est-à-dire que l'époux qui s'est bâti sa propre maison et qui a bâti des demeures à ses épouses et qui alterne ses séjours soit chez ses épouses ou alors fait venir ses épouses chez lui, on ne pourrait pas en ce moment parler d'un manquement au devoir de cohabitation. Okay. On parlerait du manquement au devoir de cohabitation lorsqu'il a ces épouses-là, mais ne passe pas du temps. Parce que le corollaire du devoir de cohabitation, c'est celui de la consommation du mariage. Okay. Vous comprenez que la cohabitation, en ce sens, ne doit pas être regardée sous le prisme des bâtiments, des édifices, oui, mais beaucoup plus des personnes. D'accord. Alors, si effectivement, on revient sur le devoir de cohabitation, si effectivement, ils vivent donc sous le même toit, à la mort du mari, à qui appartient la maison? À la mort du mari polygame, à qui appartient la maison? Il faut se référer aux dispositions légales relatives aux successions, okay, et au partage des biens. Quand vous demandez à qui appartient la maison, je ne sais pas si la question renvoie spécifiquement aux épouses ou alors aux enfants. Parce qu'il va falloir distinguer si on parle des épouses. Dans ce cas, on parlera des conjointes survivantes. Et logiquement, vous conviendrez avec moi au regard ou à la lumière des dispositions légales qu'on parlera pour elles d'un droit d'usufruit. Okay. On ne pourrait pas parler de propriété. Maintenant, les enfants qui sont les véritables ayant droit
lorsqu'ils ont été désignés co-héritiers, sont ceux qui sont censés rentrer en pleine possession des biens que l'époux a laissés. D'accord. Donc la maison appartient aux enfants, pas aux épouses. C'est Voilà. pour qu'on comprenne bien. Mais ceci ne veut pour autant pas dire qu'on va déloger les épouses de... Non, pas du tout. D'accord. Alors si dans un accès de colère, je prends un exemple, l'une des épouses quitte le domicile au décès de son époux, est-ce qu'elle peut venir revendiquer quelque chose? Ou alors, puisqu'elle est juste usufruitière, ça revient à ses enfants. Ayant quitté la maison délibérément. Alors, le départ de... Là, vous êtes en train de parler d'une séparation de fait. Ça veut dire que les époux ont certainement eu un différend et puis l'épouse est partie de la maison. Elle a abandonné le foyer conjugal. Alors, ce qu'il faut dire à ce niveau déjà, c'est que la séparation de fait n'entraîne nécessairement pas, n'a pas une conséquence de droit sur le lien de mariage. Ça veut dire que l'épouse qui est hors du domicile conjugal reste néanmoins liée par les liens du mariage à son époux et donc astreinte à toutes les obligations de mariage. Voilà d'ailleurs pourquoi elle peut être poursuivie pour tous ces manquements aux devoirs inhérents à cette union-là. Donc, en cas de décès de l'époux, et dans l'hypothèse d'une épouse qui était déjà dans une situation de séparation de fait, elle reste mariée à ce dernier. Et donc, elle reste en même de pouvoir se prévaloir de tous les droits dont elle aurait pu se prévaloir si elle avait été, elle était restée dans la maison. Parce qu'à ce moment, ce qu'on regarde, ce n'est pas la séparation de fait, mais c'est le lien de droit qui existe, en l'occurrence le lien de mariage. Est-ce qu'il demeure en ce moment? Oui. À partir de ce moment, on va donc appliquer les règles de droit inhérentes au cas d'espèce. D'accord. Est-ce que si la situation serait différente si c'est l'époux qui avait mis l'épouse dehors ou alors il n'y a pas de changement? Que ce soit l'époux qui ait mis l'épouse dehors ou alors que ce soit l'épouse qui soit partie de son propre chef, il n'y a pas véritablement de différence, étant observé que le lien de mariage, lui, il demeure. Il est là. Parce qu'en tout état de cause, c'est ce qu'il faut regarder au moment d'envisager la gestion patrimoniale des biens. D'accord. Alors, dites-nous de façon claire, de façon concrète, comment se fait la répartition des biens dans un foyer polygamique et un peu plus loin, ou peut-être avant, quelle est la place du régime matrimonial? Alors, le régime matrimonial est primordial dans un mariage polygamique. Il a d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre parce que de plus en plus, d'auteurs pensent que dans le cadre du mariage polygamique, on devrait penser à un régime matrimonial bien établi. Encore qu'il faudrait distinguer entre le régime matrimonial et le système matrimonial. Si l'on veut parler par exemple de la gestion patrimoniale du mariage ou des suites du mariage, il va falloir déjà déterminer au demeurant quel aurait été le choix des époux. De prime abord, le cas des époux mariés dans un régime polygamique qui, plus tard, dans lequel interviennent d'autres épouses, la situation sera gérée lit à lit. Je l'ai expliqué d'ailleurs dans une de vos émissions en vous disant que la communauté, en fonction du régime qui aura été choisi, si on est dans le cadre du régime qui est le plus récurrent, qui est la communauté des biens et des acquis, la communauté est formée au moment où on contracte le mariage. Ça veut dire que la première épouse a sa communauté avec l'époux, l'épouse qui arrive en seconde noces à sa communauté qui est constituée de la part de la communauté de l'époux avec elle. Si on essaie de schématiser de façon un peu plus concrète, en se disant, ok, il y a deux époux qui sont mariés sous la polygamie, et dans un cas d'école, on dirait peut-être 50% reviendrait à chacun. La deuxième épouse qui arrive à une communauté formée
sur les 50% de l'époux. Okay. Donc, s'il faut parler de la liquidation de sa communauté, par calcul arithmétique, on se dirait qu'elle, elle pourrait se prévaloir de 25% de la communauté de départ parce qu'elle aura la moitié de la communauté initiale. Et on va y aller progressivement. Donc voilà pourquoi on dit la communauté va se calculer ou alors la liquidation de la communauté se fera lit à lit. Il y a un ordre de préséance en fonction de l'arrivée des épouses en réalité. D'accord. Donc ici, il n'est pas question du nombre d'enfants. Est-ce que celle qui a plus d'enfants peut avoir plus? Sinon, c'est la part du mari qui est touchée. Oui. Non, il ne faut pas confondre le cas des enfants et celui des épouses. Parce que lorsqu'on parle de la communauté, c'est la communauté des époux. Okay. Quand on parle de la liquidation de la communauté, c'est la liquidation de la communauté des époux. Les enfants, c'est tout autre chose. Parce que lorsqu'on arrivera dans le cas des enfants, quel que soit le nombre, vous allez vous rendre compte que les droits des enfants ne seront pas tributaires du rang de leur génitrice. Par contre, leur ordre successoral, lui, pourrait être adossé sur la personne de leur génitrice. Vous conviendrez avec moi que les enfants de la première épouse ne pourraient pas envisager d'hériter la part ou alors dans la part de la deuxième épouse, s'il s'agit de la part de cette dernière. Mais lorsqu'il s'agit des biens laissés par leur auteur commun, à ce moment, la différence sera quasiment ou alors ne se fera pas. D'accord. Alors, mais dites-nous, selon vous, pour un régime pour un mariage polygamique, quel serait le meilleur régime? Qu'est-ce qu'il faut choisir? Alors, pour un mariage polygamique, quel serait le meilleur régime? Je m'alignerais derrière les auteurs qui pensent qu'il faudrait déjà imposer, il faudrait d'ailleurs imposer la séparation des biens. Okay. Parce que la séparation vient résoudre un certain nombre de problèmes qui, soit sur le plan légal, soit sur le plan jurisprudentiel, n'est pas du tout aisé à aborder. Alors, ça permettrait à chacune des épouses, en arrivant, de savoir que voilà, ma part est celle que j'apporte. Au lieu de se retrouver dans une communauté où on a l'impression, il faut en cela également éduquer les épouses, parce que parfois on a des frustrations qui naissent de l'ignorance qu'on a de la situation qu'on vit. Parce que lorsqu'on arrive au décès, on parvient au décès de l'époux et on a l'impression que parce que nous sommes toutes épouses, nous sommes censés au moment de la liquidation des communautés avoir les mêmes droits ou avoir les mêmes parts. Vous comprenez qu'une frustration peut se dégager de cette conception-là. Alors, pour éviter tout cela, ou bien pour encadrer tout cela, ce serait pour ma part, et c'est d'ailleurs l'avis de nombreux auteurs, de faire plus simple en imposant la séparation des biens dans le cadre d'un mariage polygamique. Alors, on a déjà vu plusieurs fois un homme épouser une ou deux femmes le même jour. Ici, est-ce que c'est la même façon de répartir ou alors il y a une autre façon, je veux le dire ainsi? Alors là, on est dans un cas spécifique qui, d'ailleurs, commence à être de plus en plus observé. Il faut dire tout à l'heure, quand je vous faisais part de la préséance dans l'ordre des épouses, que dans le cas d'une, je vais dire, d'un mariage contracté au même moment avec plusieurs épouses, la communauté est constituée dès ce moment-là. Donc, toutes les épouses constituent avec 7 époux leur communauté. Bien évidemment, je voudrais préciser que nous sommes dans l'hypothèse d'une communauté des biens. Parce qu'il faut bien préciser, il ne faut pas penser que le seul, on peut uniquement se retrouver dans la communauté, parce que même lorsqu'on rentre dans les régimes communautaires, il y a différentes communautés. On peut avoir la communauté universelle, la communauté réduite aux acquets, ou alors la communauté que nous connaissons, ou alors que nous abordons tous, qui est la communauté des biens et des acquets. Pour revenir à cette communauté des biens et des acquets, je dirais donc que la communauté est constituée dès la signature des actes de mariage. Ça veut dire qu'à ce moment-là, dont les 2 ou 3 épouses
qui serait en train de contracter mariage simultanément avec l'époux serait par le même fait en train de constituer la même communauté. Logiquement, l'on ne pourrait donc parler de préséance au moment de la liquidation de la communauté, parce que chacune d'elles aura constitué au même moment la communauté avec l'époux, oui. et donc pourrait se prévaloir, le cas échéant le moment venu, de la même part ou alors des mêmes taux de répartition au moment de la liquidation de la communauté. Parce qu'aucune ne pourra dire « non, je suis arrivé avant et puis vous êtes arrivé ». Non, on est dans une communauté simultanée. Je vais tirer encore sur la corde. Hein. À ce moment, qui est la première épouse? Oh, ce serait difficile à dire. Parce que, est-ce qu'on dirait dans ce cas que la première épouse, c'est celle qui a signé la première, ou alors la dernière serait celle qui a signé en dernier? Moi, je pense que dans ce cas, s'il faut essayer de schématiser, je dirais qu'elles sont des épouses ex aequo. Ok. Voilà. Bon. Alors, aux hommes de faire autrement. Je sais que vous avez déjà parlé de la répartition chez les enfants, mais je voudrais qu'on revienne encore. On s'intéresse au partage, à la répartition des biens dans un foyer polygamique, mais avec un focus sur les enfants. Alors, il faut dire que les enfants sont en vérité, lorsqu'ils existent, les véritables ayants droit de l'époux. Dans votre cas de figure, nous sommes en train de parler de l'hypothèse de l'époux décédé, oui, et donc de l'ouverture de sa succession. Donc les enfants qui sont ces véritables époux, parce que dans l'ordre successoral, il faut dire qu'on commence par les enfants, à la suite des enfants, s'il n'existe pas, on verra les ascendants et les collatéraux privilégiés. Si cela n'existe pas, on verra les ascendants et les collatéraux ordinaires. Par collatéraux privilégiés, il faut entendre les frères et sœurs. Ensuite, on verra les ascendants et les collatéraux ordinaires. Par collatéraux ordinaires, il faut entendre qu'on étende jusqu'aux cousins et autres. Et enfin, peut-être qu'on pourrait revenir au conjoint survivant avant d'envisager le cas d'une succession vacante et qui reviendrait dans ce cas à l'État. Donc, une fois que cet ordre successoral est donné, vous comprendrez que les enfants sont les premiers bénéficiaires et donc les premiers ayants droit de la succession du défunt époux. Alors, est-ce qu'il y a une différenciation qui peut être faite au niveau des enfants aujourd'hui avec les divers instruments internationaux ratifiés par l'État du Cameroun, notamment ceux relatifs à la non-discrimination des enfants? L'on ne fait plus de différence non seulement entre les enfants légitimes et naturels, mais surtout dans ce cas de figure, celui qui nous intéresse, entre les enfants, tous les enfants de l'époux avec ses différentes épouses. Donc on procédera dans le cas échéant, s'il s'agit d'un partage amiable, celui qui aura été désigné comme le chef de famille pourra procéder à un partage équitable. S'il s'agit d'un partage judiciaire, dans ce cas, la juridiction saisie aura à l'esprit de garder le principe d'équité au moment de la répartition ou alors de la liquidation de la dite succession. D'accord. Alors, un mariage polygamique, ça ne veut pas dire toujours que c'est le mari qui va mourir en premier. Ouais. Si une épouse meurt, si une des épouses meurt, comment ça se fait? Ça part, en restant dans la communauté des biens, ce sont ses enfants qui héritent sa part, ou alors comment est-ce que ça va se passer? Alors c'est le même principe que j'ai dicté tout à l'heure, bien que j'ai énoncé tout à l'heure, qui sera appliqué. Que ce soit l'époux ou l'épouse, ce sera la même chose. Quand l'épouse est décédée, c'est la liquidation de la communauté. Et la part qui est censée revenir à l'épouse, bien évidemment, va échoir à ses ayants droit. Et ses ayants droit privilégiés dans le cas d'espèce, ce sera ses enfants si elle en a. Et si elle n'en a pas, on suivra l'ordre successoral tel que je venais de l'énoncer tout à l'heure. D'accord. Quelle est l'importance d'un testament ici? Alors, le testament, il est capital, surtout dans le cas des foyers polygamiques. Moi, je le conseille d'ailleurs, parce qu'il permet d'organiser la situation après sa mort. Il faut déjà considérer que le testament, c'est l'acte par lequel un individu dispose ou organise la disposition et le partage de ses biens
pour la période où il ne sera plus là. Donc, il permet de savoir à qui reviendra quoi. Donc, quand vous demandez quelle est l'importance du testament, moi je dirais que le testament vient limiter, sinon empêcher complètement qu'il y ait des ordres au décès du testateur, qui est l'auteur du testament, en ce que chacun saura qu'est-ce qui lui revient, bien évidemment, dans la logique de la validité du testament en fonction de la nature du dit testament. Parce qu'il faut le dire, les testaments, ils ne sont pas les mêmes et ils n'ont pas les mêmes forces probantes. S'agissant soit d'un testament authentique, soit d'un testament holographe, ou alors d'un testament mystique. La portée juridique pourrait être différente. Nous ne comprenons rien là-dedans, maître. Alors, il faut dire qu'il existe 3 types de testaments. Okay. Je venais de les citer, le testament authentique, le testament holographe et le testament mystique. Le testament authentique est celui qui est fait par devant notaire. Ça veut dire que le testateur, l'auteur du testament, si on prend pour aller de façon plus basique et que tout le monde comprenne bien, si on prend l'époux qui voudrait rédiger un testament, il va voir un notaire et lui dit « Voici comment j'aimerais disposer de mes biens quand je ne serai plus là. » Alors, le notaire va prendre toutes les notes y afférentes et va dresser un acte qui sera un acte authentique. Donc, à son décès, la famille et ses ayants droit viendront simplement ou seront réunis par le notaire qui dira « Voici ce que votre défunt père ou époux a laissé. Voici ce qui revient à tel, voici comment il a disposé ses biens. » Le testament holographe, lui, c'est un testament sous seing privé, c'est-à-dire l'époux rédige, on est dans le cas de figure de l'époux. On peut être dans le cas de figure de l'épouse, comme vous dites, il ne faut pas toujours penser que c'est l'époux qui va décéder. Donc, le testateur, comme je le disais tantôt, rédige son testament sous seing privé et va le remettre au notaire. Donc, c'est lui qui rédige et il le remet au notaire ou alors à toute autre personne. Et ce notaire ou alors la personne qui aura ce testament viendra le moment venu pour dire voici les dernières volontés de votre défunt père ou époux. Le testament mystique, quant à lui, c'est également un testament sous seing privé. Il faut dire que le testament mystique et le testament holographe, ils sont faits à la main du testateur. Oui. Dans le testament mystique, c'est également, tout comme le testament holographe, il est fait de la main du testateur, sauf qu'il est donné à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il est fermé et on remet à quelqu'un. Voilà pourquoi on parle de mystique. Ça veut dire qu'on ignore. Et la personne viendrait peut-être au décès pour dire « Voici ce que votre père m'a laissé, voici ses dernières volontés. » Okay. Donc, la force probante que la loi accorde à ces différents testaments est fonction de la nature du testament qu'on aura choisi. Il va de soi que les actes de notaire étant par essence des actes publics authentiques, la loi accorde une place de choix au testament authentique, ensuite, le cas échéant, au testament holographe et au testament mystique, qui peuvent être des testaments contestés, qui peuvent faire l'objet de contestation devant les juridictions, même si chez nous, il faut le dire, avec la culture africaine et le poids des traditions, on sait souvent à quoi s'attendre. J'écoutais dans l'élément tout à l'heure le monsieur qui disait oui, ceux qui vont venir contester, vraiment, ils sauront à quoi s'attendre. Mais il faut dire que les testaments sont contestables pour autant qu'on émet des réserves soit sur leur authenticité, soit sur leur contenu. Merci maître. Merci pour tous ces enseignements. Merci surtout pour votre disponibilité. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. C'est moi qui vous remercie. Comme je le dis d'habitude, ce sera toujours un plaisir d'apporter ma modeste contribution à l'information de vos nombreux téléspectateurs. Merci encore. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous espérons avoir répondu à quelques-unes de vos préoccupations. N'oubliez surtout pas, nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est censé ignorer la loi. À très bientôt.